distingués invités en vos titres et qualités respectifs, je vous souhaite la bienvenue à cette table ronde qui a pour titre « Stimuler le marché de l'électricité en RDC pour l'essor des zones rurales et périurbaines ». Et sans plus tarder, j'aimerais nous inviter à évoluer dans ce programme avec M. Idesbald Chinamula, qui est le DG de Anser, qui nous invite ici ce matin. À toutes et à tous, je voudrais souhaiter la bienvenue en RDC, le plus grand marché aujourd'hui en termes de solutions mini-réseau. Une étude récente a démontré que le marché de l'électrification en RDC, c'est plus de 7000 mini-réseaux. Le plus vaste marché de l'Afrique aujourd'hui. C'est déjà quelque chose qui indique qu'il y a du potentiel pour la RDC. Le second propos ce jour nous sera donné par Madame Lisa Chaudou. Je suis la représentante pays de l'organisation GEAP. Nous visons donc la réduction de l'émission de gaz à effet de serre. Nous souhaitons favoriser l'accès à l'électricité. 1 milliard de personnes que nous aimerons impacter. En 2 ans, nous avons réussi donc à nous déployer dans plus de 19 pays dans le monde. D'ici 2040, nous espérons contribuer ou voir sortir des terres environ 100 centrales, avec un impact de plus de 20 millions de personnes, ce qui représenterait aujourd'hui 10% de branchements supplémentaires que nous apporterions si ce pari est relevé avec la contribution de tous, bien entendu. Nous allons vous demander d'ovationner son Excellence, Monsieur César Limbaya, gouverneur de la province de Mongala. Mesdames et messieurs, à vos titres et qualités respectifs, en raison de l'autorité nous reconnue dans la loi, nous attendons jouer notre rôle à faciliter la mise en œuvre des projets des investisseurs que nous convions à ce jour afin de précipiter l'avènement d'un jour nouveau en République démocratique du Congo. J'aimerais nous inviter à recevoir chaleureusement, sous des applaudissements, son Excellence, Monsieur Olivier Mouezé, ministre des Ressources hydrauliques et électricité. La vision quinquennale du président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a placé l'accès à l'énergie au rang de ses priorités, assurant l'accès dans les zones rurales et périurbaines pour toutes les couches de la population dans le cadre d'un service public de l'électricité efficient. Parmi le représentant de son Excellence, Madame Judith Souminois, ministre du Plan, son directeur de cabinet, Monsieur Marcel Kanda, le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, évoquait sa profonde conviction de vaincre la pauvreté. C'est pourquoi a découlé le programme de développement local de 145 territoires et de redynamiser les économies rurales. Par conséquent, la simple construction et la réhabilitation de plus de 2143 ouvrages n'accompagneront pas pleinement leur rôle sans l'ingrédient énergétique. Monsieur François Roubota, ministre du Développement rural, qui va lancer officiellement ses assises. Notre conviction justifie le financement par notre ministère du projet de l'électrification des localités de Luvungi et Katogota dans les territoires d'Ouvira conviés à la coordination technique et financière de l'ANSER. Nous observons avec un grand intérêt le changement en cours dans notre secteur de l'électricité. Mieux encore, notre ministère en ce moment, je déclare, en subordonnant ses initiatives en matière d'électrification rurale à la supervision de l'ANSER. C'est en ces mots que je déclare ouvert les travaux de la table ronde en République démocratique du Congo. Je vous remercie. Notre premier panel de la journée, modéré par Monsieur Pépin Tchouaté. Il s'agit dans cette session de donner un aperçu de l'état d'avancement du programme d'électrification rurale de l'ANSER. Mesdames et messieurs, bonjour. Le constat que nous pouvons faire à ce jour, c'est que le taux d'accès à l'électricité est vraiment trop faible. La centrale de Inga n'a pas réussi à donner de l'électricité à la plupart de nos populations. Et on a vu que l'énergie a été plus orientée vers l'industrie et le secteur minier. Le gouvernement se donne comme objectif que d'ici 2025, le pays doit atteindre le taux d'accès à l'électricité à 30% et qu'en 2030, ce taux devrait arriver à
50%. Nous avons 50 km déjà électrifiés par rapport à l'éclairage public, plus ou moins 5000 ménages connectés, kits individuels de Fomwinda, 33 bâtiments à usage collectif qui sont électrifiés, plus ou moins 30 millions de dollars investis à ce jour. Nous avons 16 contrats qui sont signés dont les travaux sont en cours, 11 contrats qui sont en négociation au niveau d'Anser, 5 contrats qui sont encore en passation des marchés, 16 mégawatts en cours de construction disséminés dans les 26 territoires, 220 500 ménages à impacter d'ici la fin de 2023. Nous projetons 1200 km d'éclairage public à la fin de cette année, répartis dans les 145 territoires. ISEM a reçu 2 missions du gouvernement, la coordination et le management des projets relevant du ministère ayant l'électricité en charge. ISEM a réalisé une étude qui a porté sur la cartographie du potentiel hydro et solaire de la RDC. Près de 120 sites solaires, 575 sites hydro. On est allé même plus loin jusqu'à déterminer la superficie de bassin versant pour toutes les rivières concernées par l'Atlante. Nous allons parler du cadre juridique et réglementaire pour guider l'encadrement sur le secteur privé. Il y a un besoin d'investissement extrêmement important, un besoin d'implication du secteur privé. Lorsqu'on construit des centrales électriques, on construit des infrastructures qui sont appelées à durer plus longtemps que nous. Pour nous, la gestion de ces centrales électriques est fondamentale. Dans ces conditions, le cadre juridique et contractuel est extrêmement important. Un contrat de partenariat public-privé est considéré comme un contrat administratif de longue durée dans lequel une entité publique confie à un partenaire privé la conception du financement de la construction, de l'exploitation ou de la maintenance des infrastructures d'intérêt général ou des services publics. Il est possible d'avoir des très bons contrats de PPP réussis qui sont véritablement gagnant-gagnant, qui profitent et au secteur privé et au gouvernement et à la population. Dans le cadre donc, de ce financement des besoins, il faut également intégrer le premier facteur. Le premier facteur, c'est l'approche qui va combiner l'extension du réseau principal, de la SNEL en particulier, avec la stratégie des mini-réseaux. Faire de l'investissement public un levier pour que $1 d'investissement public puisse attirer $5 ou $10 d'investissement privé. Et ça, il faudra aménager des procédures spécifiques pour pouvoir arriver à faire ça dans des délais très courts. Je vous remercie de votre attention. La première session sera portée sur la voie des développements de projets. Je suis fière aujourd'hui de modérer ce panel qui va retracer et présenter les projets des développeurs de mini-réseaux en RDC. Monsieur Patrick Tonoui, quels sont les mécanismes qui permettent aux entreprises de travailler avec les services publics? Having that recognition that this is where the country is going, but also that this is where the private sector is needed, and inviting and partnering with the private sector has really been important, because if the private sector is going to go and make an investment decision and say, I am putting my money in this market, and this is, I'm going to have a business that's going to be available or open for the next 10 years, for the next 15 years, we have to make sure that we have a business and there's space for that business. Je vais de ce pas donner la parole à Monsieur Archip. Selon Nourou, quels sont les exemples de partenariats public-privé que vous connaissez? Effectivement, il y a de partenariats public-privé dans l'amélioration peut-être de conditions des réseaux existants afin de les remettre en niveau qui pourrait exister. Et là, je vais dire de production hydro actuelle et des infrastructures, par exemple Viestige, à la production, aussi bien qu'à la distribution, afin de le remettre en niveau. Je vais demander à Monsieur Yves Kaloumé de Satel de nous parler des obstacles qu'ils ont rencontrés par rapport à l'implantation de Satel International en RDC. Satel est une structure congolaise créée depuis 1994. C'est en 2008 que nous avons embrassé le solaire. Et la première opportunité, c'est une opportunité politique et contextuelle. Nous sommes très contents aujourd'hui d'avoir en face de nous un interlocuteur
quand nous avons besoin d'aller à l'intérieur du pays pour tenter de donner de l'électricité. Avant, c'était un casse-tête, on a toujours travaillé avec le ministère de l'Énergie, on était beaucoup plus concentrés dans les milieux urbains. Là, nous allons vraiment au milieu rural et nous sommes contents d'avoir un interlocuteur par rapport à ça. Alors, je vais donner la parole à Monsieur Papi Katanga de Schneider Electric. Une question pour vous. Quel partenariat recherchez-vous pour intensifier vos efforts ou les efforts du secteur privé dans le pays? Je dirais au fait qu'il est important dans le choix du partenaire, premièrement, de ne pas choisir juste le partenaire par ce qu'il est, ni par ce qu'il a, mais de le choisir d'abord par ce qu'il sait faire de ce qu'il est, par ce qu'il sait faire de ce qu'il a. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément qui est important aussi à retenir dans les cadres, il faut retenir aussi que les hommes forts créent à tout instant les temps faciles. Les temps faciles créent à tout instant des hommes faibles et les hommes faibles créent les temps difficiles. Il faut donc se poser la question, quand on fait le choix de son partenaire, dans quel élément temporaire il se trouve? Comment se définirait le choix et la définition des responsabilités pour pouvoir collaborer avec ses partenaires? Optimisation des subventions pour une croissance accélérée du secteur des mini-réseaux. BGFA, c'est un programme pour mobiliser le financement pour le hors-réseau rural et périurbain. Nous sommes dans 6 pays en total. À nos jours, on a levé 126 millions d'euros. Et pour la RDC spécifiquement, c'est 15 millions d'euros de la Suède et 7 millions d'euros de la Norvège. Pour vous donner rapidement les 4 mesures de soutien de développement que BGFA ramène sur le marché. Premièrement, incitation financière. Deuxièmement, faciliter une coordination accrue. Troisièmement, collecte et agrégation de données, suivi des performances et de la qualité des services fournis. Quatrièmement, partager les données et les leçons tirées. So the Universal Energy Facility provides grant subsidies via a results-based financing facility. The idea is to support private sector companies who are in the business of developing mini-grids, deploying standalone solar home systems within rural communities who do not have access to electricity. Understanding that some of these markets aren't the most viable of markets, the essence of the grant subsidies is to attract that much-needed private sector investment to bridge that viability issue. Le Fonds Mwinda est venu pour accompagner les opérateurs privés d'aller en zone rurale, les zones où les opérateurs n'iraient pas de façon naturelle, parce qu'ils considèrent à leur niveau qu'il n'y a pas de marché à ce niveau. Nous sommes un outil, nous sommes un bras au service des lanceurs, nous travaillons avec les opérateurs du secteur privé. Aujourd'hui, nous sommes dans le cadre des programmes intermédiaires présents dans 49 territoires dans ces pays où les opérateurs se sont déployés grâce à notre subvention et ils ne se seraient pas déployés si la subvention n'était pas là. Donc, je répondrai aux questions supplémentaires. Je dis et je vous remercie. Merci, monsieur. Avec le Fonds Mwinda aujourd'hui, à part notre siège de Kinshasa qui est installé, nous sommes allés plus loin. Nous avons un bureau aujourd'hui à Kongolo, grâce au Fonds Mwinda, où nous avons 4 agents à temps plein et nous avons également 10 agents qui travaillent à temps partiel. Et nous sommes allés avec notre stratégie plus loin, nous avons 25 franchisés qui bénéficient grâce à ces fonds. C'est un peu un système que nous avons développé pour pouvoir bénéficier les acheteurs de nos produits. Le panel que nous avons ici représente le secteur privé et les partenaires qui aident le secteur privé à s'implanter et à se développer en RDC. Et les questions auxquelles nous souhaitons avoir des réponses à travers ce panel, c'est l'identification des risques en général qui permettent à ce secteur privé de se sentir rassuré, de se sentir encadré et d'avancer dans la bonne direction. Mon nom c'est Kanyonga Kabeya, je suis le directeur général de la microfinance Baobab. Nous évoluons à Kinshasa, à Lubumbashi, à Kolwezi et bientôt à Bukavu. Dans le secteur de l'énergie, comme vous savez, nous finançons nos clients. C'est souvent des PME, des micros et des commerçants. Nous les finançons dans l'acquisition des kits solaires. So 2.4 megawatts will be installed shortly. So the total capacity will be 45 megawatts. And this will be a hybrid solution to the Somba hydropower project, a hydropower scheme being developed in the north of Okatanga that will produce 166 megawatts.
So it's a hybrid project, and we decided to start with a solar plant already now. Okay. Faye Kamwanga, je dirige Proparco, l'institution financière de l'État français spécialisée dans les financements d'entreprises et de projets privés en Asie, en Amérique latine et en Afrique. Et je suis responsable de la section RDC Congo, ainsi que de certaines activités en Afrique centrale. Donc Proparco a vraiment déclaré le secteur énergétique comme prioritaire dans notre mandat dans le pays. Et à ce titre, nous utilisons plusieurs outils de financement et d'accompagnement pour soutenir et relever le taux d'électrification dans notre pays. Donc premièrement, le financement. Donc Proparco est fier d'être l'un des premiers bailleurs de fonds à avoir investi dans l'un des plus grands opérateurs du pays, Nourou, à 2 reprises en 2019 et encore cette année en 2023. Toute cette information est publique, pour les aider à étendre leurs activités et opérations de construction et de rénovation de centrales solaires et hydroélectriques en RDC. Investment, I think one of the critical aspects that every investor or every stakeholder that is interested in a project looks at is the risk profile of the project. And it is very important that we continually de-risk projects so that we attract more investors into the space, and so that we also get lower cost of financing, which is very essential to make sure that our projects are all viable. At GIAP, we are a philanthropy which provides risk capital. And the main reason we do this is the realization that doing projects in developing countries is very complex because of the risk perception that a lot of investors have. So, case in point is that the DRC is looked at as a very high-risk country, and we do feel that our investments are essential to come in, provide instruments that can de-risk a lot of the projects that are being developed, and also showcase the results of those projects, because that is the only way that we continue to attract more money. Sort of can do to eliminate aspects that are kind of, sort of more black and white, like some regulatory aspects, documentation, etc., the easier it will be for us to then align of what that assessment would be. But I would, on a positive note, stress that over the past 5 or so years, and especially under the current government as well, we have seen a much stronger political will, and that is already, for sure, reducing our risk perception. So I think there are definitely more and more funders coming in. Je pense qu'il y a une petite récapitulation qui a été faite, même si c'était différemment par les différents panélistes. 2014, on libéralise le secteur. 2016, on crée la Lancer et l'ARE. Mais en 2020, on se rend compte qu'il n'y a toujours pas assez d'investissements dans le secteur. Et là, nous parlons des investissements privés parce que le secteur a été libéralisé. Depuis la création de Lancer et l'ARE jusqu'aujourd'hui, avec l'appui des différents partenaires et bailleurs des fonds, il y a plusieurs études qui ont été faites, il y a des projets pilotes qui ont été lancés, il y a une bonne documentation qui se dégage aujourd'hui avec les leçons apprises. Mais ce que je retiens de ces panels, c'est que, on ne communique pas assez sur ces études et les résultats que nous avons. Parce que les succès, les réussites que nous avons eues, que ce soit Kipai, que ce soit Baobab, que ce soit toutes les autres entreprises qui sont dans les secteurs, ces réussites constituent justement le contre-argument pour dire voilà, ça marche dans le secteur. La deuxième chose que je note, c'est que les financements sont disponibles, mais à certaines conditions. Donc il faut qu'il y ait ce dialogue entre les entreprises, les développeurs et les partenaires techniques et financiers pour savoir comment attraper ce financement, ou bien avec le secteur privé, mais de préférence avec les deux. Parce que parfois, il y aura du financement privé renforcé par du financement public. La troisième chose que je note dans les risques, et ça c'est venu de l'audience et c'est important de le noter, c'est qu'il y a quand même un certain problème de gouvernance qui persiste à travers toutes ces questions de financement et de captage de financement en matière d'énergie, c'est qui rend peut-être certains investisseurs et certains bailleurs frileux. Et ça, ce sont des questions importantes sur lesquelles nous allons continuer à réfléchir. Merci encore à tous nos panélistes et à Madame Soraya Aziz pour ces très très belles modérations. Nous allons maintenant participer à la dernière session autour du sujet « Favoriser le développement grâce à l'énergie renouvelable décentralisée ». What I want to call out here is examples of where we have had countries start from where we are starting in DRC
you know, with really thinking about the electrification plan, but also thinking about how do you put that together with using energy for productive benefit in terms of either agriculture or any other activities, productive use activities as we're calling them, and how we can support both the private sector and the public sector to think about those things, bring them together, and make sure they're developing at the same time. I think what really stands out to me is about understanding the needs of the rural end user and making sure we're catering to that need, forming strong institutions to deliver, be they financial institutions or agricultural institutions, whatever is needed to deliver for that end user need. And then the fact that we might have to do some more investigating, more learning, more research and development in terms of what are the technical solutions that can work in the rural areas, and then build an ecosystem, because one player cannot do everything. We have to work together to build an entire ecosystem to make sure that rural development is happening. Looking more from that perspective, so that it takes a development angle, but the private sector coming and understanding, because R&D is required. And it's not like very in-depth R&D, what kind of solutions and technologies will work there. So until now, very short, and we can dwell in that later. I mean, we have a series of 175 livelihood solutions, which are solar powered livelihood solutions, right from in different value chains of agri, millets, rice, tomato, potato, everything. And then also allied sector, which are poultry, dairy, and solutions on that. Right from that to also service and retail sector, like just motor mechanic shops and photocopying or printing shops and so on. So that has been done and we have deployed more than 22,000 such livelihood solutions, which are standalone livelihood solutions. And when we say we, it's not just Selco. Selco comes as an ecosystem builder, because what I was saying, what are the barriers? Who are the right stakeholders? What are their incentives? And looking at that everything together, not from access and demand separately. It's not or, but and then how we can kind of look at that. And yeah, I mean, and why we are here today, and we are also we have been doing this since last over 30 years. We also realize that because we have had similar journeys, the learning should go beyond just the boundaries of countries. So we have a global program, Global SDG7 Hubs program, where we share South-South collaboration, learning as much as possible, co-develop and co-design programs, implement programs together, building capacities of local institutions, NGOs, financial institutions, government partners. Yeah, I mean, that is the background, and we can... Il faut penser, quand on va dans les milieux ruraux, il faut penser absolument d'apporter des solutions pour que ces personnes des milieux ruraux puissent se développer, augmenter leurs revenus. Mais il faut casser le cercle vicieux pour qu'on puisse ensemble réfléchir à des projets intégrés qui ont des solutions, qui ont des finalités, dont on sait qu'on va les mettre parce qu'il y a un sujet qui a été dit, qui est très important, c'est qu'il ne suffit pas d'apporter l'électricité pour qu'il y ait un développement économique derrière. Nous, notre approche, notre vision, c'est de développer des mini-réseaux à partir des utilisations productives de l'énergie dans les milieux ruraux. Je pense que c'est la seule façon de le faire. So you've talked a lot about the fact that in rural areas the purchasing power is low, so there's need for solutions for financing. So, you know, banks, MFIs, coming closer to the end customers to help them afford the energy, but also not just energy, and I think this is really crucial conversation, not just energy, but the service that energy is providing, right? And how to get that service, how to afford that. I think you talked about subsidies. I think this is a really, really important discussion, one that is ongoing, and I know this is something that GIA particularly participates in. How do we make equipment cheaper? How do we make the provision of the tools that the rural communities need to develop? How do we make that more affordable, demonstrate that it is possible, and then commercial capital can come in afterwards. And then that access to market, I think, is a real reflection. It doesn't matter if we do rural development, we bring the energy, but they have no market for all these things that they're developing, then what's the point, right? So I think that's really key. Madame Ieva Indriou-Naïté, qui est Policy et Partnership Manager de Camco. Je vous prie de l'ovationner pendant qu'elle s'avance pour inviter son panel. Thank you for being here on the third day of the
very interesting conference. So I hope that with our discussion we can invigorate the room a little bit. I have a brilliant panel with me, so let me invite them all on stage to join me on stage. So first of all, Mr. Michel Maswapi Kipundo, Mr. Marco Kuyu, Mr. Archip Lobo, Mr. Jeff Umba, and last but not least, Mr. William Brandt. Thank you very much. I have a brilliant panel with 5 great men. Nous avions suivi les interventions des panélistes qui nous disaient que pour arriver à investir dans les secteurs de l'énergie, il faut assainir le climat des affaires. Et dans les secteurs de l'énergie, nous avons d'un côté les demandeurs, donc les clients, et de l'autre côté ceux qui offrent. Quelle est l'importance en fait du climat des affaires pour permettre aux offreurs et aux demandeurs d'être satisfaits? Du point de vue des demandeurs, le climat des affaires va nous permettre aux clients de bénéficier de la transparence dans la fixation des tarifs, la minimisation aussi des risques, surtout dans les centres urbains où il y a un problème de délestage et des coupures intempestives de l'énergie électrique. Pour ce qui concerne les offreurs, donc les opérateurs économiques, la nécessité d'un cadre réglementaire clair, lisible et transparent, la réduction des coûts opérationnels en fait pour arriver à investir dans les milieux beaucoup plus ruraux, et puis la durabilité et pérennité de leurs projets et les retours sur investissement qui doit être beaucoup plus très court. Le potentiel des marchés du carbone et d'autres sources de revenus émergentes pour stimuler l'électrification et le développement. Ce panel nous sera donc modéré par M. Denis Nderitu de la GEAP. The Global Energy Alliance, Sustainable Energy for All, Rockefeller Foundation, and the United Nations Economic Commission launched an initiative for carbon markets in Africa. It's meant to increase the access of African projects to buyers in the carbon market space. The challenge that we've been having is a lot of projects that are being developed are not getting into the marketplace, and so they are not benefiting from the massive potential of the resources there. Our main intention is to help project developers, number one, understand how to develop a carbon project, so build capacity, and number two, make it accessible, so have financial instruments that make it easier and more affordable for for project developers to access these markets. The bigger numbers are reality. Let's go next. Next. Yeah, next. Yeah, so one of the key things that we found out when we were releasing this report and launching the initiative is that only 5 countries in Africa are actually making or utilizing the potential of these markets. And they contribute about more than 65% of the entire carbon pack that has been generated so far. As you can see, these countries are Uganda, DRC, Zimbabwe, Kenya, and Ethiopia. So DRC is part of that. But I think the potential is limitless when it comes to the DRC. There's a lot of, number one, a lot of forest and land use potential. So a huge part of DRC is green, and I think all of it. So a huge opportunity to capture that. Quand on parle donc de stimuler le marché, pour moi ou pour nous ou pour tout un chacun, il y a ces paramètres-là. Il s'agit donc de l'offre et de la demande, s'assurer qu'il y a une offre qui existe et qu'il y a une demande solvable derrière qui pourra rencontrer cette offre. Entre les deux, bien évidemment, la clé de voûte, c'est l'investissement. Je voudrais avant toute chose vous remercier. Je remercie tous les participants. Je pense qu'on a eu 3 jours intenses et les sujets qui ont été listés semblent être des sujets qui ont su attirer votre attention. Merci à vous, merci pour votre présence dans cette salle. Mesdames et messieurs, pour le mot de la clôture de cette table ronde, je vous prie d'ovationner très chaleureusement le directeur général adjoint d'Anser, M. Cyprien Moussimar. Distingués invités en vos titres et qualités respectifs, tout protocole observé. 3 jours durant
dans ce cadre, nous avons échangé sur un but commun, le besoin urgent de stimuler le marché de l'énergie en République démocratique du Congo. Durant ces 3 jours, nous tous, gouvernements, agences gouvernementales, secteur privé, partenaires techniques et financiers et sociétés civiles, avons dialogué sur les approches pragmatiques à même de faire évoluer sur le terrain des statistiques sur le taux d'accès à l'électricité. Mesdames, Messieurs, nous reconnaissons de façon presque unanime qu'une nouvelle dynamique a vu le jour dans notre secteur de l'électricité. Cependant, face à cette dynamique prometteuse, l'ANSER est préoccupé par l'orthodoxie à considérer dans la construction et la consolidation du grand marché de l'électricité en RDC. Elle s'avise à nous prévenir que c'est dans les flancs rural et périurbains, réputés à haut risque, que devra essentiellement se déployer ce marché naissant de l'électricité. Au cours de ces journées, voulais-je dire, les diverses expériences partagées font état des avancées irréfutables dans le secteur. La RDC dispose désormais d'un plan local d'électrification qui est un plan décennal prenant en compte les différentes zones géographiques, les différents usages de l'électricité, les différents segments du marché et les différentes technologies. Ce plan est disponible sur le site internet de l'ANSER. Mesdames et messieurs, nous avons plus concrètement observé les réponses courageuses du gouvernement à certaines limites constatées dans le cadre légal et réglementaire actuel. Ces réponses se matérialisent par la récente adoption de différents textes juridiques, dont ceux relatifs à, primo, la simplification des procédures pour la mise en œuvre des mini-réseaux isolés en milieu rural et périurbain. Secundo, l'interconnexion entre les mini-réseaux et les réseaux nationaux. Tertio, les principes de délimitation de la zone de distribution. Et quarto, la prise en compte des énergies renouvelables. Il y a lieu de croire que l'amélioration de ce cadre légal favorisera l'expansion des mini-réseaux isolés en milieu rural et périurbain. Mesdames et messieurs, ces assises ont permis de constater, avec des évidences à l'appui, le retour incontestable de l'État congolais sur la scène des investissements, avec notamment les lots d'une vingtaine d'appels d'offres lancés, des contrats signés avec le secteur privé ici présent et des travaux en cours disséminés à travers les territoires du pays. Et sans compter l'effet levier du fonds Mwinda, tel que démontré par les projets pilotes et validés par sa phase intermédiaire en cours. Dans cette optique, l'ANSER entend finaliser son déploiement sur terrain à travers ces 6 pôles, accélérer la mise en œuvre de son programme d'investissement prioritaire et apporter son expertise au volet électrification du programme de développement local de 145 territoires. Cependant, malgré les opportunités multiples de financement, des entreprises énergétiques, en particulier locales, ont du mal à y accéder en raison de l'absence d'un cadre de dialogue permanent entre les partenaires techniques et financiers d'un côté et les entreprises locales de l'autre. Nous devons surmonter ces obstacles, notamment en améliorant la perception des financiers internationaux et en travaillant sur les cadres réglementaires et la fiscalité. À la suite de cet atelier, plusieurs recommandations ont été adressées au gouvernement congolais et spécifiquement à l'ANSER. Nous retenons ici la nécessité de mettre en place un cadre permanent d'échange pour la coordination des efforts des bailleurs de fonds
impliqués dans la mise en œuvre du plan d'électrification dans lequel le secteur privé joue un rôle crucial. La GEAP, co-organisatrice de cet événement, et nous-mêmes, restons mobilisés pour la création de ce cadre et ne manquerons pas de vous informer en temps voulu de sa forme, de sa composition et de son plan d'action prioritaire pour les 6 prochains mois, conformément aux résolutions prises donc aujourd'hui. Ce cadre doit nous permettre d'avancer de façon cohérente dans l'électrification du pays, dans une perspective d'évaluation constante des investissements initiés et des plaidoyers engagés. En conclusion, je tiens à remercier tous les participants, en particulier les acteurs du secteur privé qui sont pionniers, ouvrant la voie à un secteur de l'énergie plus attractif au bénéfice de la population et de l'industrie en RDC. Je remercie également les bailleurs de fonds de façon indistincte. Vous savez, dans ces conditions, si on se met à citer, on risque d'en oublier certains, surtout les plus importants. Et donc, sur ce, je déclare donc la clôture de cet atelier.